déjà, je dis je suis drag king. Pardon ? Bah, vous connaissez drag queen ? Bah oui, bien sûr. Bah, c'est l'inverse en fait. Tu fais le schéma inverse. C'est assez simple pourtant, ça Oui, devrait pourtant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Houston, we have a problem. Cette semaine, mon invité est Robin des Doigts. C'est un peu spécial puisque c'est le premier drag king invité dans Flamboyante. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors moi, c'est Robin des Doigts. Je suis père fondateur de la House of Boner, donc la maison du bonheur de Montpellier, avec la drag queen Medusa Dickinson. Je suis donc drag king du sud de la France et ça fait maintenant quelques années que j'en fais, mais vraiment à peine un peu plus d'un an que je performe. Moi, je viens de Marseille. C'est d'ailleurs à Marseille que j'ai fait mon premier atelier drag king il y a à peu près 5 ans. Et je suis à Montpellier depuis 2 ans. Moi, en fait, jusqu'à 12-13 ans, j'avais vraiment clairement une dysphorie de genre. Je me considérais un garçon, c'était un petit peu mon secret par rapport au monde entier. J'en parle à personne. Et après l'adolescence, mon corps, et puis j'ai déménagé aussi dans un quartier, donc le milieu, il y avait un groupe social qui était aussi différent. Mais là, j'ai commencé à grandir et à essayer un petit peu plus de rentrer dans les codes. Jusqu'à vraiment faire mon coming out lesbien vers 19 ans. Et là, j'ai commencé à faire l'inverse, à vraiment m'emparer de toute la féminité que je pouvais avoir ou même construire. Et depuis, je me suis dit qu'en fait tout ça c'était vraiment un jeu et que le genre ça m'intéresse même plus de me positionner dessus et que je faisais un peu comme je voulais. En fait, j'ai eu des approches très binaires du genre. Donc, en premier, je suis née sociabilisée fille, mais je me sentais vraiment dans la binarité masculine de base. Et ensuite, j'ai été un peu plus dans l'inverse, très féminine, etc. Maintenant, je vois plus ça comme un spectre. Donc maintenant, c'est plus je joue. Je suis peut-être au quotidien, je suis moins féminine. Et en même temps, des fois, je peux être hyper féminine, et des fois hyper androgyne. Et dans ton personnage aussi ? Mon king, il est aussi assez binaire, je trouve, quand même. On le voit pas androgyne. D'ailleurs, j'ai un passing pas mal. Ouais. Donc, et en même temps, à côté, j'aime bien jouer sur des détails un peu... Je fais quand même un peu gay, quoi. Parce que je suis petit gringalet, je me fais draguer par les mecs de 40 ans qui veulent les petits genoux. Ouais. J'ai l'air très jeune, en plus. Donc, ouais, un petit peu aussi, ouais. Oui, mais c'est vrai que je pars sur un truc assez binaire et assez a priori normal pour le détourner. C'est un peu ça aussi mon approche du drag king. Pas complètement genderfucker de base, parce que je suis dans une binarité de base, même si je suis drag king. Et par contre derrière, je vais essayer d'aller plus loin, rajouter de la nuance à partir de la binarité. Je pense que j'ai toujours déjà aimé me travestir et les personnages un petit peu bizarres dans toutes les représentations qu'on peut avoir, dessins animés, etc. etc. Après, bien entendu, je suis aussi un petit peu allée les chercher quand j'ai commencé à voir que je pouvais politiser aussi tout ça. Quand j'ai commencé à vouloir vraiment politiser ma démarche. Et j'ai commencé mon premier atelier drag king, j'avais très peur, je l'ai fait avec mon ex de l'époque. Justement parce que j'avais peur que ça me rappelle toutes les problématiques de dysphorie de genre que j'avais quand j'étais gamine. Et en fait, j'ai fait mon premier atelier et pas du tout. Au contraire, là, j'ai bien compris, j'avais déjà, je pense, travaillé sur moi-même pour arriver à un stade où le genre, ça reste des normes et un spectre de choses que je peux utiliser tout le temps comme je veux. Et je m'amuse avec ça maintenant. Donc à partir de là, j'ai commencé à vraiment bien performer mon genre et ensuite... performer après sur les scènes, tout ça. Tu utilisais déjà le terme drag king ? Non, du tout. Pour moi, je l'utilise, même dans mon parcours personnel, je l'utilise vraiment pour dire que je politise et je le fais en conscience. C'est-à-dire que j'ai toujours performé mon genre depuis... la première fille que j'ai embrassée, j'avais une moustache, j'étais déguisée pour Halloween en Staline, j'avais mis la moustache et j'ai embrassé la première meuf que j'ai embrassée, c'était avec une moustache de Staline, quoi. Mais je me déguisais en mon père quand j'étais petite, j'allais voir ma mère, ouais. Naturellement, quoi. Ouais, assez naturellement. Mais
D'ailleurs, quand quand j'ai fait mon premier atelier drag king, j'ai commencé à apprendre aussi des méthodes et des techniques. J'ai continué à performer, même à faire des soirées, queer ou pas d'ailleurs, en drag king, ou chez moi, à faire un peu de make-up, etc. Mais je disais pas que je me considérais pas drag king vraiment, je faisais du drag king. Et maintenant que je le conscientise, que je le politise et qu'en plus j'ai un personnage en part entière, j'incarne vraiment un personnage qui est Robin, là oui, maintenant je me considère drag king. Alors Robin, ça reste quand même une extension de Lucie, donc ça reste une base qui est quand même un peu en moi, même si elle est exagérée et un peu détournée. Moi je suis partie sur moi déjà le drag king pour moi c'était vraiment faire de la scène, c'était vraiment quelque chose de positif, donc je voulais un personnage positif. Je voulais pas une masculinité toxique, même si ça reste un mec, donc qui peut avoir des côtés très bof et j'en joue, et bien sûr que c'est quelque chose que j'utilise. Mais je dépassais un petit peu les éléments un petit peu stigmatisants aussi de la masculinité que je peux aussi avoir en moi. Hein. Et c'est aussi une manière de dire effectivement il peut y avoir des trucs pas cool de la masculinité que j'ai en moi, et je peux aussi encore plus les dépasser grâce à ça, et de le faire de manière ludique et divertissante. Et donc du coup tu as quand même la même personnalité personnellement en tant que Lucie que Robin? Non. T'as vraiment travaillé une personnalité différente? Alors, c'est assez rigolo parce que quand le premier atelier drag king, tu le vois, quand tu sais que les gens te considèrent, quand tu te sociabilises mec. Donc là, c'est des contextes très spécifiques, des temps spécifiques, mais ça reste des temps où tu es sociabilisé mec. Ton attitude, très naturellement, elle change. Donc Robin, il est pas prise de tête, il est très simple. Lucie, elle est plus prise de tête, elle réfléchit plus. Robin, il fait un peu comme il a envie sur le moment, et il a pas des milliards d'envies. Hein. Lui, il râle pas des masses, il est toujours un peu content. S'il est pas content, il va vaguement dire quelque chose, et puis après, il passe à autre chose. Il a un peu bof des fois aussi. Ouais. Il se permet plus facilement, et en même temps, il est moins hésitant. S'il a pas envie, il fait pas. Lucie, elle est plus nuancée, quoi. Ça se perd quand même grandement de moi. Hein. Mais Robin, il est plus posé, affirmé. Moi, j'ai l'impression que j'ai un parcours un peu particulier parce que, en fait, j'ai déjà réussi, je pense, à dépasser beaucoup de mes inhibitions sociales de meuf avant de faire du drag. Et au contraire, c'est un peu là où je me suis dit, allez, je me lance parce que maintenant, je me sens capable. En fait, Robin, il existe parce que Lucie, elle a eu le process avant, quoi. Voilà, et la confiance de dire, ok, maintenant je vais sur scène. Je me rappelle, ma première scène, il n'y avait personne, on est les deux seuls à avoir performé, c'était Médusa et moi sur la même une perf commune, un duo. Si on n'avait pas performé ce soir-là, personne n'aurait performé. Et nous, on a dit, allez, c'est go. Et du coup, si moi, mon personnage commençait à peine, je venais de créer le personnage, si Lucie avait pas eu la confiance à ce moment-là, même moins peur du jugement des gens, etc., Robin, il n'aurait pas existé. Ouais. D'ailleurs, d'où vient ce nom? Pourquoi Robin? Pourquoi Robin des Doigts? Alors, parce qu'il fallait un nom de scène, parce que j'ai voulu créer une identité, faire de la scène, et je voulais vraiment fouiller la recherche drague, vraiment, et plus juste. En fait, c'est aussi un moment où je voulais arrêter de simplement stigmatiser la masculinité et faire plein de personnages un peu bof. Je voulais en faire un avec une finité personnelle, et aussi le faire dépasser toutes les masculinités un peu toxiques et bof. Donc j'ai voulu créer un personnage avec une identité, et j'ai eu plusieurs noms, et je voulais Robin des Doigts parce que j'aime l'idée du nom un peu de super-héros des freaks, quoi, de la communauté LGBT+, mais un peu raté quand même parce que c'est pas vraiment Robin des Bois. Du coup j'aime bien ce décalage, et en plus franchement j'ai une catchphrase qui est je vole aux riches pour donner aux freaks, et j'aimais bien ça. J'aimais bien. Sur Insta ça rend bien. Et surtout, en fait, le premier critère que j'avais, c'était comme très souvent dans la communauté drag, quand on choisit son nom, c'est pour mettre en valeur notre queerness un petit peu, ou du féminisme, etc. Enfin, des causes qu'on a envie d'incarner. Et moi, je voulais avoir une vraie visibilité lesbienne.
Et donc du coup des doigts, c'était très bien. On a beaucoup de gens avec Dick, des trucs comme ça. Je me suis dit un truc de Gwyn quoi. En fait j'ai toujours été militante dans des assos, enfin toujours en tout cas depuis un moment, queer et féministe. Et j'avais envie de faire quelque chose de l'ordre du divertissement plutôt, parce que c'est quand même parfois un peu dur. J'avais envie d'être vraiment dans un truc positif et divertissant. Et je faisais du drag depuis un moment, donc voilà, je voulais lancer le truc. Et je voyais quand même pas mal de shows à Lyon et Paris où je vais quand même régulièrement. Et je voulais qu'il y ait des trucs comme ça, des scènes drag. Et comme ça n'existait pas, on s'est dit, j'ai rencontré quelques drags locales. Il y en a qui venaient à peine de démarrer. Et Médusa, elle aussi, comme moi, on a voulu avoir... Comme on n'arrivait pas forcément à avoir les lieux et les soirées, on s'est dit qu'on allait créer la house. Déjà, entre nous, trouver une identité, exactement ce qu'on veut faire. Et ensuite, aller voir des lieux, essayer de trouver des choses. Il se trouve qu'on avait quand même pas mal de chance et un bon timing. Il s'est créé un collectif à peu près à la même époque. Enfin, elle existait un petit peu avant, mais ils ont commencé à vraiment lancer des soirées, des trucs, scènes ouvertes queer, etc. Donc ça a bien matché et on s'est lancé. Et c'est vrai que ça a pris parce que d'autres drags sont venus se greffer. Et du coup, maintenant, il commence à y en avoir quelques-unes, ouais. Ouais. Et donc justement, là, on en parle un peu, mais je voulais savoir comment ça s'est passé au début. Est-ce que vous arrivez à trouver effectivement des bookings, etc. Parce que du coup, si la scène était assez inexistante, heureusement que ce collectif est venu finalement. Ah oui, il y a eu deux collectifs qui ont fait 2 types de soirées, deux scènes ouvertes. Il y en avait une qui était très dans un bar, donc c'était très axé lip-sync et tout ça. Et l'autre qui était plus vraiment très ouverte. Donc moi, je fais du stand-up, donc ça m'a permis de faire mes stand-up, par exemple, là-bas, mes premiers. Et c'est clair que sans ça, on n'aurait jamais réussi à avoir la scène. Grâce à Robin, je peux faire énormément de choses que Lucie ferait jamais. Je parlais stand-up, j'avais écrit des textes depuis des années, je les ai réécrits un peu et tout ça, mais en vrai, c'est des textes que j'ai depuis longtemps que j'ai jamais osé faire en scène ouverte ailleurs que dans des scènes ouvertes queer et avec Robin. Mais aussi sur des combats politiques. Donc ça m'aide à... Dans mes stand-up, typiquement, je parle énormément d'autres choses que du genre, mais d'autres combats qui font partie de moi aussi, et qui se greffent aussi au combat queer et de genre, mais qui apportent aussi autre chose et qui aussi donnent de la visibilité à plein de choses qui m'ont construite et qui parlent aux gens, quoi. Donc par exemple... ça permet, le drag me permet de prendre parole sur toutes les questions d'immigration, j'ai une famille d'immigrés, et de prendre des positions là-dessus, de pouvoir faire des perfs autour de ça aussi, sur le féminisme, sur tous les aspects de la vie, mais sous l'angle déjà du drag, donc déjà sous une forme à l'origine déjà militante, quoi. Tout est politique, hein, donc tout ce que je fais et dis le sera. Donc typiquement travailler avec un lieu ou pas, déjà c'est un choix politique. En tout cas j'essaie de politiser au maximum, c'est dans la théorie, parce qu'après on fait un peu comme on peut aussi. Bien sûr, totalement. mais dans l'idée bien entendu, les lieux avec lesquels on travaille, comment on s'adresse aux gens, même sur les réseaux j'essaie quand même de faire attention, et quand on me dit et si je dis quelque chose qui est problématique, j'espère que les gens vont me le dire et faire mon éducation, ou même mon éducation tout court. La manière dont je m'adresse aux gens, dont je prends la parole de manière très classique aussi. Si, je pense que tout est politique, donc Robin, encore plus, j'essaie d'être encore plus rigoureuse quand c'est Robin qui s'exprime, justement parce qu'il a une valeur publique que Lucie a moins ou pas même. Et ça, tu l'as compris tout de suite dès que t'as créé Robin? Est-ce que c'est venu tout de suite, ou en fait Robin s'est politisé avec le temps? Non, tout de suite. Parce que je faisais déjà du drag depuis un moment. Mes recherches perso, quand je faisais du drag chez moi, je faisais des soirées des fois pas du tout queer, très hétéro. Je fais des soirées très hétéro-land en king. Mais c'est rigolo parce que c'est hyper formateur de voir comment les gens viennent nous parler, comment ça les interroge. Beaucoup de surprises aussi de gens qu'on pourrait croire pas cool, et en fait ça se passe bien, alors que l'autre à côté avec qui on aurait cru que ça passait tranquillement, c'est plus compliqué, ouais. Donc là j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait
il y avait l'existence d'un personnage public et il y avait tout ce qui se greffait autour. Je sais pas si on peut dire de l'ordre de la responsabilité à ce moment-là, mais pour moi, oui, maintenant, Robin, il a une responsabilité parce qu'il touche des gens et que les gens... je suis toujours étonnée, hein, mais ça fait 1 an que je prends la scène sur Montpellier. Maintenant, je commence à avoir des gens qui me connaissent, qui viennent me voir. C'est des gens à qui je parle, donc j'ai envie de bien parler. Donc ouais, j'essaie d'avoir de la rigueur dans ce que je dis, encore plus dans mon drag. Mais c'est quand même compliqué. La première scène que j'ai faite, que je racontais tout à l'heure, où en fait on est arrivé avec Médusa, moi j'ai eu pas mal de mecs qui m'ont fait des réflexions, des trucs. Enfin, c'était pas... Déjà, ça me donnait pas super confiance déjà de base. Et ouais, on a souvent l'image qu'on est moins foufou, moins paillette. Cette image un peu rude. Et puis, on nous donne aussi on nous valorise moins hein, quand on va demander à un bar, nous accueillir pour une soirée, etc. Ça passe beaucoup mieux quand ils voient les photos avec Médusa, ils disent « Ah, mais elle, ah oui, elle, oui. Elle est drag queen, c'est ça ?» Alors déjà, je dis « Je suis drag king. » Pardon ? Bah, vous connaissez les drag queens ? Bah oui, bien sûr. Bah, c'est l'inverse, en fait. Tu fais le schéma inverse. C'est assez simple, pourtant, ça oui, devrait pourtant. En fait. Ah, mais je savais pas que ça existait. Je suis là, oui. Ouais. Mais okay. ouais, et puis c'est « Ah oui, ouais, bon. Donc c'est toujours un peu compliqué, ouais. Puis surtout quand tu viens out of drag, que t'es une petite meuf cis, qui a l'air tout à fait meuf cis de base, et on te dit non. Après, c'est pour ça que je sors toujours l'Insta pour dire, bon, quand même, je sais un peu faire du maquillage, je sais un peu faire semblant, t'as vu ? Ah oui, quand même. Oh, ok, peut-être on va discuter alors. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Et les queens, je pense que pareil, c'est les mêmes schémas. Hein. Pareil, elles connaissent moins les kings, moins la culture king. Et je pense que c'est aussi un peu spécial dans le milieu drag parce qu'il faut... Enfin, c'est quand même pas facile, surtout quand on n'est pas... À Paris et à Lyon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse communauté maintenant. Mais dans le sud, et surtout quand il y a 1 an, quand on a commencé, c'était pas facile aussi de dire on est des drag queen, king, etc. Et on veut des scènes. Donc après, entre nous aussi, il a fallu se découvrir et apprendre à se connaître. C'est une culture qui vient beaucoup des cabarets. Donc c'est vrai que c'est pas forcément à l'origine les mêmes scènes, déjà, entre les drag queens et les drag kings. Et puis simplement, même aujourd'hui, quand on voit les scènes drag queen et les scènes de drag king, en termes de quantité, de volume, de nombre de performeurs et performeuses, ou tout simplement de lieux qui accueillent, c'est toujours très compliqué, ou même de cachets, etc. Donc ouais, carrément, je trouve qu'il y a un cercle vicieux avec la scène drag king, c'est qu'on nous dit beaucoup, vous êtes moins flamboyants justement que les drag queens. Mais à un moment donné, si tu me payes moins aussi, je vais pas pouvoir m'acheter le costume trop beau qui fera que je suis flamboyant, ou en tout cas je vais acheter quelque chose de moins cher ou pas acheter. Ou c'est du temps aussi, c'est beaucoup d'argent et on nous en demande plus alors qu'on nous donne moins. Typiquement sur des scènes que je fais, je compte. Moi, j'ai un ami qui me dit que je compte. Je suis un compteur, une compteuse de gens. J'aime bien compter le nombre de femmes, pour savoir, parce que c'est la réalité, on y est là dans cette pièce, combien il y a de drag king, combien il y a de drag queen. Quand c'est des scènes queen king ou club kid, etc., combien on est. Et il y aura toujours une grande quantité de drag queen, et le drag king et je sais pas, le club kid ou un performeur ou une performeuse autre queer. Et donc déjà à partir de là, ça veut dire qu'on donne moins leur chance au king, et forcément les cachets ils seront distribués où il va y avoir un king qui va recevoir de la thune, et pour combien d'autres kings derrière qui vont devoir encore continuer à galérer pour trouver une autre scène. Mais tout simplement, moi je l'ai vécu au sein de la house, pas au sein de la house, mais on m'a dit plusieurs fois ah non mais je parlais d'inviter la House of Bonheur, j'ai fait oui, non, mais moi je serai là, y a pas de souci et tout ça. Non, mais je veux dire la House of Bonheur, quoi, Médusa, quoi. Oui, mais c'est 50-50, tu sais, en plus, Médusa et moi, pour le coup, on a toujours publiquement oui, totalement. on se montre très proches, et surtout, on est toujours sur des positions similaires. Vous êtes assez clair sur le sujet. Voilà, c'est pas comme si il peut y avoir des ambiguïtés à des moments, et en plus, c'était vraiment le moment où on faisait beaucoup de scènes ensemble tout le temps, quasiment, toutes.
Et donc, c'était dans ce genre de réflexion, quoi. Donc, non, je suis pas une drag queen, donc dans tous les cas, je ne serai pas Médusa, mais je fais partie, et je suis partie intégrante et fondatrice de la House of Bonheur. Donc, la mainstreamisation, je dirais qu'elle n'existe pas chez les kings. Je dirais qu'elle n'a pas lieu. En revanche, parce qu'effectivement, c'est tout le monde connaît drag queen, et encore, comme je vous disais tout à l'heure, quand je dis que je suis drag king, on me regarde bizarrement, donc je demande si les gens connaissent les drag queens, et là, tout le monde connaît. Ah bah bien sûr, évident, d'ailleurs, on me fait même la remarque de c'est évident. Le drag king, c'est l'inverse. Ah bon, je ne savais pas que ça existait. C'est vraiment à chaque fois comme ça. Donc vraiment, les gens lambda connaissent pas. C'est pas arrivé jusqu'à RuPaul. C'est déjà s'ils connaissent ce nom, c'est déjà dingue. Mais en revanche, dans nos milieux, dans nos scènes, queer et drag, il y a quand même une énorme évolution. Vraiment. Là, il commence à avoir des kings de plus en plus depuis... toute la nouvelle génération de drag queen aussi, suite au RuPaul sur Netflix, etc. Bien sûr. Et je pense à peu près à ce moment-là, du coup, se sont créées beaucoup de scènes. Et de fait, nos milieux drag sont toujours un peu plus militants aussi, toujours plus, et du coup plus inclusifs. Et donc, forcément, les kings ont réussi à trouver de nouvelles scènes où évoluer. Et si maintenant on commence à plus se développer qu'il y a un an ou deux, hein. Ça c'est clair. Mais à Montpellier aussi, on a commencé à en avoir un petit crew là. Ouais, non, ça commence. Ça commence à bien prendre, à prendre la scène aussi, parce que c'est ça qui est aussi compliqué quand on veut développer le milieu et les scènes drag king, c'est que ça reste des personnes socialisées femmes à l'origine, et que prendre des scènes, s'affirmer, réclamer de l'argent, c'est des choses qu'on fait pas naturellement quand on a été socialisé femme, et donc c'est aussi encore plus aller chercher dans sa confiance et travailler encore plus sur soi-même, et du coup forcément ça prend plus de temps, et c'est dingue, hein. J'évolue beaucoup avec énormément de drag queens, et quand je fais des scènes avec que des drag kings où je commence à en avoir 2-3 à discuter, ne serait-ce que sans parler, voir comment les personnes évoluent, prennent l'espace, ça c'est assez impressionnant. Tu sors je le vois, moi aussi, naturellement. Ouais. Je pose mon maquillage, les drag queens posent leur maquillage, alors qu'on en ait plus ou moins, c'est dingue. Naturellement, je vais me restreindre dans l'espace pour laisser la place. Les drag queens, naturellement, elles vont pas le faire. Alors après, on en discute, y a pas de souci, tu vois, c'est pas... Bien sûr. Mais les kings, c'est pareil, tous les autres kings. Hein. J'ai fait un atelier où c'est moi qui a pris j'ai fait, pas un atelier, une scène. On se préparait, et c'était, mais des fois limite c'était absurde, comme les kings prenaient le minimum d'espace possible, et je dis mais tu dis pardon, c'est bon, je peux me décaler, tu sais. Une queen, elle va pas va te dire pardon directement, et voire même te faire une blague, enfin tu vois, c'est assez hallucinant, ouais. Je pense qu'il y a autant de la responsabilité du public que de la personne qui performe au final, parce que dans nos performances, dans nos prises de position, de parole, il y aura forcément des moments où on va pouvoir transmettre cette culture-là. Donc bien sûr qu'on va parler à des gens qui vont pas forcément comprendre toutes les références. Mais moi, ce que j'adore dans le drag, c'est justement que je peux faire des performances ou même des discours avec des grilles de lecture extrêmement différentes. J'aime avoir toute plusieurs compréhensions de ma perf. Ça peut être la personne qui n'a absolument aucune idée de la culture queer, drag, féministe, etc. Et qui va juste bien aimer parce que là j'ai dansé, c'était rigolo, jusqu'à la personne qui va comprendre que là quand je fais ça, je fais référence à Stonewall, et qu'en fait je fais aussi référence à ça, et qu'en fait... Donc j'aime bien avoir touché des gens très différents, mais quand même le message est passé. J'avais fait une perf, et là j'avais vraiment vécu le truc sur c'était l'antiracisme, et donc j'avais un truc où il y avait écrit No Borders, un parapluie, et donc toute la perf, genre plein de petits accessoires comme ça, on capte pas, je fais une perf assez rigolote et dansante, et je finis avec le parapluie que j'ouvre, il y a écrit No Borders, et j'entends sur une vidéo d'un copain qui m'a montré ensuite, j'entends ouais, et puis d'un coup à la fin j'entends ah ouais, No Borders, ouais, ok, je sens que bon, la perf c'est ok, mais le message politique derrière, et voilà, en tout cas je l'ai incarné, ça fait se questionner les gens, et du coup je ne dépolitise pas mon action en tant que drag.
En revanche, si, moi j'aime bien l'idée qu'on développe, qu'on nous voit. La visibilité c'est important, donc oui, que plus de gens nous voient, je trouve ça très bien. Et après, il y aura des drags plus ou moins politisés, et plus ou moins militants et militantes, mais ça, justement, c'est les gens qui ont envie de faire vivre la culture et de transmettre qui continueront à le faire. Tout le monde devrait faire des ateliers drag king. Ce qui veut pas dire performer. Pour moi, l'atelier drag king, c'est pas forcément prendre la scène, c'est un peu différent. Mais déjà, en termes de construction de genre, voir un petit peu tout ça et le vivre, c'est assez fort, et encore plus quand on est une personne socialisée femme, parce que on ose, on voit qu'on peut le faire. Pour tout le monde, hétéro, pas hétéro, cisgenre, pas cisgenre, homme, femme, et tout autre. Je pense que moi, j'hésitais avant à aller voir, à aller parler aux drags quand vous les voyez en soirée, sur les réseaux sociaux, de manière très sympa et ne pas harceler. Donc si on n'a pas de réponse, on n'insiste pas. mais au contact des gens, j'ai beaucoup de kings, quelques kings à Montpellier que j'ai rencontrés et qui ont mis quelques temps avant de se lancer. On me parlait en soirée, ils venaient me voir. Donc pas hésiter. Merci d'avoir écouté Flamboyante, j'espère que vous avez kiffé. Venez me dire tout ça sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager l'épisode partout. Je veux pas être relou, mais si votre application de podcast le permet, lâchez 5 étoiles, ça donne de la force et de la visibilité. Ah oui, et mauvaise tête à la prod, of course, vraiment le sang.